cerveau, au mois de mars en 2018, qui s'appelait Soigner par le toucher. Et cette première conférence était davantage dans mes cordes de recherche, puisque je suis neurobiologiste, directeur de recherche émérite, ça veut dire à la retraite. Et je travaille dans un laboratoire qui est le laboratoire de neurosciences cognitives. Donc je suis neuroscientifique de formation. Mes travaux de recherche portaient sur les connexions entre le cerveau et la peau, surtout sur l'innervation cutanée et les sensations que vous avez dans votre peau. Le toucher, la douleur, le plaisir, la perception de la température. Rien à voir avec les perturbateurs endocriniens, c'est pas mon travail. Mais c'est un sujet que je trouve important et donc j'ai essayé de monter une conférence grand public sur ce sujet. Quand vous voulez monter une conférence grand public et que ce n'est pas vos propres travaux de recherche, vous parlez à des collègues chercheurs qui vous prêtent des diapos, etc. Donc parfois vous verrez le nom d'autres chercheurs, ce sont des gens dont c'est les travaux et qui m'ont prêté leurs diapos. Actuellement, je suis aussi cofondateur d'une petite entreprise qui s'appelle Terre Éternelle. C'est une entreprise qui démarre dans la fabrication de cosmétiques pour les enfants. À force de ressasser des observations sur les compositions douteuses des cosmétiques, on finit par avoir envie de faire quelque chose soi-même. Et avec 2 jeunes, on a créé une entreprise dont les produits cosmétiques sont absolument safe, sûrs quant à leurs ingrédients. Donc on va commencer à vendre au printemps. Et on a déjà un site Instagram, si vous voulez suivre l'aventure de cette petite entreprise. Vous remplissez Terre Éternelle et vous suivez ça. Alors on y va. Il y en a à peu près pour 50 minutes. Et puis prenez des notes et à la fin on discute. D'accord ? C'est pas une conférence, on se parle et les gens s'en vont. C'est un échange. Ça va un peu vous perturber quand même. Non mais je ne l'ai pas préparé celle-là, elle est venue tout seul. Il y en a d'autres que j'ai préparées, mais celle-là je ne l'ai pas préparée. Alors comment commence cette histoire sur les perturbateurs endocriniens ? On va dire qu'il y a eu un point de départ qui était dans les années 60 avec ce livre, Silent Spring, le printemps silencieux, qui a été écrit par Rachel Carson. Et quand vous voyez ce qu'il y a marqué là, il y a marqué The Classic, donc le livre, vraiment le classique, la référence, qui a lancé le mouvement de l'environnement politique, de l'écologie politique. Et qu'est-ce qu'elle disait Rachel, elle écrivait dans son livre que si on continuait comme ça, bientôt, au printemps, on n'entendrait plus les chants des oiseaux. Le printemps serait silencieux. Pourquoi ? Parce que les produits que l'on déverse dans la nature tuent les oiseaux. Et le produit qu'elle a incriminé, c'est celui-ci. C'est le DDT. Le DDT, c'est un dérivé du chloroéthane. C'est une molécule extraordinaire qui a été étudiée par l'armée américaine pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et ils en avaient absolument besoin. C'est un produit très 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 utile dans la phase d'attaque des Américains parce qu'ils travaillaient dans des zones, par exemple en Italie, qui étaient très infestées par les moustiques. Et le fait de disposer du DDT était quelque chose d'extrêmement utile. Il ne faut pas tout voir sur l'aspect négatif. Le DDT, c'est une molécule qui a la propriété de bloquer l'influx nerveux des insectes, mais qui n'a pas d'effet sur les mammifères. C'est un effet extrêmement judicieux. C'est une trouvaille géniale. Le souci, c'est qu'on s'est rendu compte petit à petit que le DDT avait un effet reprotoxique, c'est-à-dire qu'il bloquait la reproduction chez les animaux, en particulier chez les oiseaux, dont les coquilles des œufs devenaient trop fragiles et les oiseaux avaient des difficultés à faire une ovulation correcte et à avoir des œufs. Donc le DDT dans la nature avait tendance à empêcher la reproduction des oiseaux. Et là, on est dans un scénario avec cette photo où on est après la Deuxième Guerre mondiale. On est dans les années 60. Et ça, c'est des pubs des journaux américains. Et regardez ce qui était marqué. No fly on me, pas de mouche sur moi, moi bébé. Thanks to DDT. Mettez du DDT dans la maison, il n'y aura plus de mouches dans votre maison, vos enfants seront protégés. DDT is good for me. Le chien, j'ai plus de mouches et de moustiques, de tiques qui viennent m'embêter. Moi, les fruits, parce que j'ai plus d'insectes qui viennent pondre dedans. Moi, la ménagère, parce qu'il n'y a plus de mouches chez moi. Moi, la vache, parce que je ne suis pas embêté par les mouches. Moi, la pomme de terre. Il faut en mettre partout, quoi. Et si vous regardez ici, où est-ce qu'on vous dit qu'on met du DDT, on en met dans les vaches, on en met dans les maisons, on en met dans les cultures.
cultures. Ça, c'est des cultures en rangée, vous voyez, parce que vous pouvez arriver avec le gros camion, on est partout. Et l'utilisation du DDT, qui était fort utile à l'armée, s'est transformée en une utilisation trop générale, abusive, extensive, qui a fini par avoir un impact sur les oiseaux. Et à ce moment-là, vous voyez vraiment un effet environnemental important. Et à côté, regardez comme ça, là, c'est pas le sujet. Start Cola, allez, commencez à boire du Coca-Cola le plus tôt possible, c'est bon pour votre santé. On est compte, les pubs qu'il y avait à l'époque, c'est vrai. Donc ça a démarré avec ça. Est-ce que c'est vrai ce que disait Rachel? Est-ce qu'aujourd'hui, ce genre de problème se pose encore? Eh bien, au printemps 2018, sur les télés, on ne voit pas le rouge, hein, donc je ne peux pas me servir de ça. Non, on voit. Donc j'y vais avec le doigt, c'est bon? Vous voyez? Alors, il y a eu un communiqué par le Muséum d'Histoire Naturelle. Le Muséum d'Histoire Naturelle, c'est ce truc magnifique qui est à côté de la fameuse du Chieux, comment est-ce que ça s'appelle? Le jardin. Magnifique comme endroit. Et par le CNRS qui pointait le fait que les espèces qui se trouvaient dans les zones agricoles, les oiseaux qui se trouvaient dans les zones agricoles, par exemple les perdrix, la fauvette grise, la louette grise, subissaient une réduction, vous voyez, en quelques années, entre 2003 et 2018, qui n'avait rien à voir avec l'évolution des autres oiseaux. Et ça aussi, c'est lié, alors on ne sait pas encore trop bien quel pesticide, mais c'est lié à l'utilisation d'un pesticide qui tue les insectes et qui a des conséquences sur les oiseaux qui mangent ces quelques insectes qui restent. Donc vous voyez que ça peut être un problème qui est toujours encore d'actualité. Si vous vous intéressez à l'impact de l'homme sur le monde animal, je vous recommande la lecture de ce livre qui vient de sortir en poche, 8,70 €. Croyez-moi, vu la densité du livre, vous ferez une bonne acquisition. C'est un livre qui s'appelle La 6e extinction, comment l'homme détruit la vie, prix Pulitzer en 2015, donc c'est un livre qui a eu un retentissement important aux États-Unis. Et c'est un livre qui raconte comment l'homme aujourd'hui a un impact important sur le monde animal. Pourquoi la 6e extinction? Vous savez, dans l'histoire géologique, il y a eu des moments où il y a eu des extinctions massives d'espèces animales. Celle que vous connaissez le mieux, c'est l'extinction des dinosaures. Il y en a eu 6, enfin pardon, il y en a eu 5. Et l'hypothèse qui sort actuellement, c'est que l'homme est en train d'en créer une 6e. Et documentez-vous, c'est plein d'infos, c'est très beau livre. Revenons aux perturbateurs endocriniens. Quand est-ce qu'est apparu ce concept de perturbateur endocrinien? En fait, ce sont des zoologistes, c'est-à-dire des gens qui étudiaient les animaux, qui ont commencé à dire l'homme peut libérer dans l'environnement des substances qui sont capables de dérégler le système endocrinien, le système hormonal. Je vous expliquerai un peu mieux ce que c'est tout à l'heure si vous ne savez pas bien. Des animaux et de l'homme. Et cette dame, Theo Colborn, qui est morte en 2014, a défini le terme de endocrine disruptor, perturbateur endocrinien. Des molécules qui vont perturber votre système endocrine, votre système hormonal. C'est bon? Donc ça date de ces années-là, je crois que c'était 1991. Donc c'est parfois vous dites, mais moi je n'en entendais pas parler quand j'étais jeune. Mais vous voyez, le terme a été créé en 1991. Première histoire qui est absolument incroyable, c'est l'histoire du distilbène. Le distilbène, c'est un oestrogène de synthèse. Tout le monde, vous m'arrêtez s'il y a un mot que vous ne connaissez pas. L'oestrogène, ça va? Oestrogène de synthèse, qui était prescrit dans les années 70 pour prévenir les fausses couches durant la grossesse. En gros, ça permettait à la maman de garder son bébé si elle avait des problèmes de nidation. Voilà. Et il y a un cancérologue de Chicago qui observe dans les années 70 la recrudescence d'une forme rare de cancer chez les jeunes adultes. Voilà sa publication dans National Cancer Institute. Et puis, c'était vraiment étonnant, ce cancer, cette forme de cancer avait complètement disparu. Pourquoi est-ce qu'elle était apparue? Un certain temps à comprendre que c'était des femmes qui étaient nées de mères qui avaient pris du distilbène. Et le lien entre l'exposition du fœtus et l'altération de ses organes reproducteurs a été établi par des scientifiques. Et le scandale vient du fait que le distilbène va agir en fait sur votre génome et l'action va se prolonger sur plusieurs générations. Et pourquoi cette maman écrit « Moi, Stéphanie, fille distilbène, le scandale de la maternité volée ?» Parce qu'elle est à la 2e ou à la 3e génération. C'est pas elle qui a pris du
humaine. Ce n'est pas sa mère, c'est sa grand-mère. Mais l'impact de la molécule est tel sur le génome qu'il se transmet de génération en génération. Et elle dit, moi, à la 3e génération, on va voler ma maternité, je ne peux pas avoir d'enfants. Ou des enfants qui sont à risque. Vous voyez? Là, c'est un bel exemple d'une activité chimique, une molécule chimique, qui a des effets détournés. Au départ, l'industrie agissait en toute bonne foi. Après, on se rend compte de choses compliquées. Alors, les perturbateurs endocriniens, qui sont-ils? Allez, un petit cours de physio quand même, parce qu'il faut que je sois sûr que tout le monde comprend. Qu'est-ce qu'on appelle le système endocrinien? En gros, c'est le système des glandes qui fabriquent des hormones. L'hypothalamus, l'hypophyse, la thyroïde, les parathyroïdes, les surrénales, le pancréas et les glandes génitales, ovaires et testicules. Bon. Qu'est-ce que c'est qu'une hormone? Une hormone, c'est une molécule qui va être sécrétée par un organe, par exemple le pancréas, qui fabrique l'insuline. Cette molécule va partir dans le sang et va aller agir sur d'autres organes à distance. C'est donc ce qu'on appelle un messager chimique. Ça vient du grec hormao j'excite. Ce qui est important, c'est que l'action se fait loin de l'organe qui a fabriqué la molécule. C'est ça qui caractérise une hormone. Après, il y a d'autres messagers chimiques, par exemple les neurotransmetteurs, qui agissent au niveau des synapses dans le système nerveux. Et dans ce cas-là, la distance entre les deux éléments est très petite. Et puis vous avez aussi les anticorps qui eux aussi sont circulants dans le sang et dans la lèvre. Alors là, on ne va pas tout regarder, c'est trop compliqué, mais je veux juste vous faire comprendre qu'il y a beaucoup de fonctions dans votre corps qui sont réglées par les hormones. Beaucoup de fonctions. Pour toutes vos fonctions de reproduction, le développement de votre cerveau, la régulation de fonctions dans votre rein, votre croissance, il y a énormément de fonctions, et en particulier chez l'enfant, qui sont réglées par les hormones. Donc si vous allez dérégler le système hormonal, vous allez forcément avoir des conséquences importantes. C'est compris? Allez, pas la peine d'en regarder plus. La deuxième chose qui est indispensable pour faire un petit peu de biologie, c'est que vous compreniez comment agit une hormone. Une hormone, voilà, c'est mon point, c'est un petit messager. Il arrive sur une cellule, il va se fixer sur ce qu'on appelle un récepteur. La notion de récepteur en biologie est extrêmement importante. Un récepteur, c'est l'endroit où une molécule va venir se fixer pour provoquer un effet. Et il y a deux cas de récepteurs. Premier cas, le récepteur est sur la membrane, et puis il provoque un effet là-dessous. Et deuxième cas, l'hormone ou la molécule rentre dans la cellule, est transportée par des petits machins dans le noyau et vient agir sur le génome. Dans ce cas-là, on va parler de récepteurs nucléaires. Ça, c'est important, c'est pour que vous compreniez qu'une hormone peut venir modifier le fonctionnement de votre génome. Que va faire un perturbateur endocrinien? Un perturbateur endocrinien, c'est un leurre. Il va ressembler à l'hormone. Ah, je ne suis pas l'hormone, j'y ressemble. Et il va faire un peu la même chose. Il va rentrer et il va venir se fixer là où l'hormone agit. Forcément, ça va avoir des conséquences. Et les conséquences, il peut y en avoir 3 ou 4. Soit ça va imiter l'action de l'hormone, vous allez en avoir trop. Soit ça va empêcher l'action de l'hormone. Soit ça va modifier les concentrations d'hormones présentes dans l'organisme. Bref, peu importe, dans tous les cas, c'est à peine. Et le système hormonal, c'est un système super réglé, avec des concentrations micromolaires, des choses super précises. Si vous déréglez, ça a forcément des conséquences importantes. C'est fini pour la physiologie. C'est pas trop dur. Bon. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un perturbateur endocrinien? L'OMS a défini ça en 2002. Un perturbateur endocrinien, c'est une substance ou un mélange de substances qui altère les fonctions du système endocrinien. Vous savez ce que c'est maintenant. Hein? Et de ce fait, induit des effets néfastes dans un organisme intact, chez sa progéniture, vous voyez, le fait que ça peut descendre des générations, ou au sein de sous-populations. Ce qu'ils veulent appeler comme des sous-populations, c'est les descendants de descendants. C'est-à-dire que l'effet, non seulement il est sur vous, mais vous pouvez aussi le transmettre à d'autres générations. Ils sont où les perturbateurs endocriniens? Vous en avez, vous, dans votre poche? Eh oui, c'est ça qui est embêtant.
ce qui existait autrefois. Entrez dans un rayon de supermarché aujourd'hui, et imaginez ce qu'était un rayon de supermarché dans les années 60. On est passé à peu près de 8-10 000 produits disponibles à 150 000 produits différents fabriqués par l'industrie chimique. Ça, c'est énorme, c'est hallucinant. Ces produits chimiques, ils vont se disséminer dans l'environnement, dans votre maison, dans les villes, dans les hôpitaux, dans les champs, dans ce que vous mangez, dans l'eau, dans la pluie. Et à un moment donné, ils vont se retrouver chez vous, chez les animaux, et provoquer des perturbations endocriniennes. Et on va les appeler des perturbateurs endocriniens. Combien? Le scientifique dit à peu près 500. 500? Bon. Et on les trouve où? Vous les trouvez dans toutes les peintures, la lutte contre les insectes nuisibles, ou comme les mammifères nuisibles. Vous allez les trouver dans les biphénols. Les biphénols, il va y avoir un peu de physique ou de chimie, mais peu importe. L'important, c'est que vous retenez plutôt les petits schémas, les petits poids, oui. Plus important que vous vous rappelez biphénol. Encore que biphénol, vous le connaissez quand même. Tout le monde connaît biphénol A, et puis maintenant son remplaçant, le biphénol S, qui n'est pas le biphénol A. Article du Monde aujourd'hui, les deux biphénols augmentent par 2 à 2,8 fois la probabilité d'avoir un diabète. Vous voyez, c'est l'actualité là dont je vais vous parler. Les biphénols, ce sont par exemple les plastiques qui y a à l'intérieur des boîtes de conserve. Les phtalates, qui sont les composés des plastiques, vous voyez que là on les a mis dans les tuyauteries des seringues et des poches de sang des hôpitaux. Vous pouvez trouver ces produits dans des produits qui sont réputés safe et sécurisés. C'est ce qui va rendre les choses compliquées. Les dérivés halogénés, ce qu'on appelle les retardeurs de flamme, ça, il y en a énormément dans les tissus des maisons, dans les tapis, dans les housses des canapés et tout. Et aux États-Unis, il y a des telles normes pour empêcher le feu de se propager dans les maisons qu'ils ont mis des retardeurs de flamme partout, ce qui augmente la probabilité et les concentrations de perturbateurs endocriniens chez les Américains par rapport aux Européens. Les pesticides, bon, le chlordécone, c'est ce pesticide qu'on a mis de manière abondante en Martinique, en Guadeloupe, dans les champs de bananes, et qu'on n'arrive pas à enlever de la terre maintenant. Mais beaucoup d'autres pesticides sont pareils. Ah ouais, la boîte Tefal, là. Les filtres UV, et puis les surfactants qui sont des stabilisants des produits ménagers. Alors, à un moment donné, de plus en plus, vous allez me dire, mais comment je vais m'en sortir? Parce que bien sûr, je vais distiller un message un peu pessimiste. Et vous allez voir, à la fin, je vous donne un peu des solutions. Alors, il faut déjà que vous soyez persuadé que ce que je dis est vrai. Pour être persuadé que c'est vrai, on doit se référer à des sources officielles. Par exemple, l'AFSET, l'Agence française de sécurité sanitaire dans l'environnement et du travail, ou l'INSERM, liste des perturbateurs endocriniens potentiels. Et vous retrouvez ce que je vous ai dit, les phtalates dans les plastiques, vous retrouvez des anciens pesticides, des retardateurs de flamme, les dérivés. Voilà. Ce que je vous ai dit, ce sont des choses qui ne sont pas simplement suspectées par les scientifiques, mais admis par des organismes gouvernementaux et nationaux qui reconnaissent que ces produits posent des problèmes. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on les évite. Alors on va rentrer dans le législatif. Quand l'industrie est extrêmement puissante et vous met des produits qui peuvent être un risque pour votre santé, quel est le contre-pouvoir en qui vous, citoyens, vous devez avoir confiance? Le gouvernement, les institutions. Ce sont les institutions qui vont réglementer ce que l'industrie a le droit de mettre ou de ne pas mettre. Ce n'est pas l'industriel qui va dire ah tiens, je vais changer ma formule, c'est compliqué, mais je vais la changer quand même pour faire plaisir aux consommateurs. Non. C'est l'institution qui doit vous protéger. D'accord? Et vous devez être persuadé de ça. Alors, où en est l'institution? L'Union européenne, par exemple, a adopté le 4 juillet 2017 une définition de ces substances chimiques dangereuses que sont les perturbateurs endocriniens. On lit un petit peu. Le commissaire européen à la santé, nous avons adopté le premier système réglementaire au monde pourvu de critères légalement contraignants définissant ce qu'est un perturbateur endocrinien. C'est un grand succès. Ça c'est vite dit. Une fois mis en œuvre, ce texte assurera que toute substance utilisée dans les pesticides et identifiée comme perturbateur endocrinien pour les humains, les animaux pourraient être évalués et retirés du marché. Où est le hic là? Le hic, c'est qu'il faut l'identifier comme étant un perturbateur endocrinien. Il faut le prouver. Ça ne peut pas être suspecté, c'est prouvé. Et des pays qui sont des pays beaucoup plus protecteurs que d'autres, comme le Danemark et la Suède, ont voté contre cette proposition en disant le niveau de preuve que nous demandez pour identifier une substance chimique comme étant un perturbateur endocrinien est trop élevé. On ne va
pas utiliser des critères, par exemple, de suspicion, comme ils sont utilisés pour les cancérogènes, les mutagènes ou les reprotoxiques, ceux qui empêchent les reproductions. Bref, ce jour-là, le 4 juillet 2017, le monde faisait ce schéma. Nous sommes tombés d'accord sur une définition commune. Un perturbateur endocrinien est une molécule dont la concentration maximale ne doit entraver en rien la santé de l'industrie chimique. Et vous voyez là, alors où on est là? En qui je dois avoir confiance? Dans l'industriel ou dans le gouvernement qui est censé me protéger? Il ne faut pas trop taper sur l'institution gouvernementale. En plus, on a une super ministre. Alors depuis, cette définition elle a été contestée, vous voyez. Depuis en 2018, les choses ont progressé. La Commission européenne a mis à jour sa stratégie sur les perturbateurs endocriniens. Elle s'engage à dresser un bilan de qualité et à organiser une consultation publique. Et ça veut dire qu'on n'est pas encore dans j'interdis. On est dans le je me documente, j'argumente, j'essaie d'avoir des preuves scientifiques. Et pendant ce temps, les produits continuent à sortir. On a une super ministre, je vous le dis. Elle a créé un groupe de travail pour formuler des avis scientifiques. Elle commence à évaluer l'effet de certaines molécules. Allez, je vous donne un peu plus récent, là. Un article qui est sorti dans les Échos en janvier 2019. Agnès Buzyn, François de Rugy, à l'époque c'était François de Rugy, maintenant c'est Madame Beaume, je crois, ministre de la Transition écologique, lance un second plan sur les perturbateurs endocriniens. La période 2019-2022 prévoit la publication d'une liste selon 3 catégories: suspectées, présumées et avérées. C'est déjà beaucoup mieux de faire ça. Hein? Vous ne prouvez pas que c'est un perturbateur endocrinien, vous le suspectez. C'est déjà important. Bon, mais elle dit, on n'a pas encore la preuve scientifique de toute la toxicité et donc on ne peut pas les interdire. Et elle a raison. On le fera quand on sera sûr que c'est un risque. Et vous maintenant? Comment vous faites? Allez, Le Monde, 3 septembre 2019. Les perturbateurs endocriniens imprègnent tous les Français, surtout les enfants. Encore une fois, on prend un organisme de référence. Santé publique France. Ce n'est pas une association de consommateurs, c'est un organisme gouvernemental. A mesurer la présence de polluants des perturbateurs endocriniens dans un large échantillon représentatif de la population française. Les perturbateurs endocriniens ou cancérigènes avérés ou suspectés sont présents dans l'organisme de tous les Français avec des niveaux d'appréhension plus importants chez les enfants. Donc vous en avez, j'en ai, dans ma poche, dans mes cheveux, sur ma peau. Pourquoi les enfants en ont plus? On ne sait pas encore trop bien. Probablement parce que la quantité d'aliments qu'ils consomment par rapport à leur taille, à leur surface, est en leur défaveur. Probablement parce qu'ils sont aussi en contact avec davantage d'objets à risque, des jouets, tout plein de machins en plastoc qu'on met dans leur chambre et tout, qui ne sont pas trop bons. Enfin, on ne sait pas forcément. Donc on en est au stade où l'Agence nationale de sécurité sanitaire devra établir une liste des perturbateurs endocriniens en expertisant au moins 6 substances en 2020, puis 9 par an en 2021. J'ai dit 500 suspectés. On ne peut pas aller plus vite. Bon, un site internet devra être lancé à la fin de l'année pour vous permettre, vous public, de taper le nom d'une molécule et savoir si c'est un perturbateur endocrinien suspecté. Ouais, on progresse, mais... Bon. Alors, qu'est-ce que vous avez à craindre? Ça va, ça vous plaît, c'est bon, ça? Pas trop vite, pas trop... Qu'est-ce que vous avez à craindre? Avec des petits dessins, parce que c'est plus rigolo. Alors, développez 10 fois plus vite votre cancer, mangez 5 fruits et légumes bourrés de pesticides et 5 légumes bourrés de fongicides par jour. Et lui, ça c'est plantu. Des pesticides ont été détectés dans les cheveux. Ah ouais, aussi. Donc, il y en a, hein? Vous en avez. Alors ça, c'est le côté marrant, mais après, je vous montre le côté réel. Qu'est-ce qu'il faut craindre? Qu'est-ce que ça provoque, ces perturbateurs endocriniens? Ça provoque des pubertés précoces, des anomalies de la croissance et des fonctions reproductrices. Ça veut dire, attention les enfants, vont être une population particulièrement exposée. Apparition des caractères sexuels avant 8 ans chez la fille, avant 9 ans chez les garçons. Si vous discutez avec les médecins, ils vous diront qu'ils observent de plus en plus de pubertés précoces. Les réductions du nombre de spermatozoïdes chez l'homme, on dit de 30 à 50%. Encore une fois,
ce que je voulais bien vous expliquer tout à l'heure, c'est très difficile de dire c'est telle molécule qui provoque ça. On voit que ces molécules sont présentes dans l'environnement, on constate ces effets sur la santé. Le lien de causalité, il n'est pas absolu. D'accord? Il est absolu dans quelques cas, mais pas pour les instants. Même pas pour 100. Ça, c'est très très intéressant. Trouble du développement nerveux, c'est-à-dire trouble du spectre autistique, par exemple. Cette femme, qui est une femme extraordinaire, qui s'appelle Barbara Delenex, qui travaille au Muséum d'histoire naturelle, avec qui j'ai travaillé pendant quelques années à Paris, et qui occupe un bureau magnifique, elle occupe le bureau de Claude Berlin. Vous vous rendez compte? Elle est bien installée. Elle a écrit un livre qui s'appelle Cocktail toxique, comment les perturbateurs endocriniens empoisonnent votre cerveau. Et elle travaille sur les hormones thyroïdiennes, et les hormones thyroïdiennes sont très importantes pour le développement cérébral. Et elle montre comment il y a des perturbateurs endocriniens qui miment ces hormones thyroïdiennes et qui gênent le développement des fonctions cérébrales. Pour identifier un perturbateur endocrinien, elle a utilisé un petit modèle qui est rigolo, elle a utilisé des têtards qui ont des récepteurs aux hormones thyroïdiennes, elle met des molécules, n'importe lesquelles. Quand cette molécule mime l'hormone thyroïdienne, à la façon que son tétard soit couplé à un système fluorescent, le tétard devient fluorescent. Hop, elle sait que la molécule est un perturbateur des hormones thyroïdiennes. C'est bon? Simplement en regardant si le tétard devient fluorescent ou pas. Je ne suis pas allé trop vite? Allez, regardez ça, c'est un résultat qui m'a impressionné. Comment savoir si aujourd'hui il y a plus d'autistes qu'il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans? Une étude qui m'a beaucoup plu, c'est une étude qui a été menée dans le New Jersey. Le New Jersey, c'est ce petit État qui se trouve entre New York et Philadelphie. Je crois que Philadelphie, c'est là. Entre New York et Philadelphie, vous voyez là, cette petite. C'est un endroit où il fait bon de vivre, c'est un petit État américain. Des gens ont mesuré dans les écoles du New Jersey, en 2001 et 2002, le nombre d'autistes par tranche d'âge. Ça, c'est intéressant parce que quand un enfant est malheureusement autiste, il est pour toute sa vie. Il n'est pas à 14 ans et puis il n'est plus à 20 ans. Il est toute sa vie. Vous pouvez le voir toute votre vie. D'accord? Donc entre 2001 et 2002, ils sont allés dans toutes les écoles, ils ont mesuré quel était le nombre d'autistes qui avaient 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans. Vous voyez? Et bien des autistes qui ont 21 ans, il y en a 14, et des autistes qui ont 6 ans, il y en a 514. Ça fait 3000%, hein. 3400% de plus. Hein. Wow. Nombre d'enfants dans le New Jersey qui sont autistes. Dans les écoles du New Jersey. Je ne sais pas. On reste avec des pourcentages qui sont faibles. Vous voyez? Il ne faut pas imaginer qu'on arrive à des pourcentages supérieurs à 1 pour 5000 ou 10 000. 1%. Ça me semble énorme. Vous voyez, moi je dis 0 ou 1%, 1 pour 1000 peut-être, ou 1 pour 5000. Mais néanmoins, l'exposition de l'enfant à des conditions de vie qui n'ont pas tellement changé, on est en 20 ans là, fait qu'on a multiplié par 30 le nombre d'autistes. Je ne peux pas l'attribuer à une molécule particulière. Je ne peux que l'observer, et ça m'inquiète. Surtout quand je sais, c'est un parallélisme, que des hormones, comme les hormones thyroïdiennes, sont indispensables au développement du cerveau, etc. Alors comment les scientifiques travaillent? D'abord, vous avez compris que ce qui est compliqué, c'est d'établir une relation entre les perturbateurs endocriniens et les effets observés. Voilà. Vous êtes exposé, et puis des années plus tard, vous êtes malade. Tout ce qui est compliqué, c'est de savoir qui est responsable. Ce sont des effets à long terme, il faut prouver les mécanismes, ce sont des pathologies multifactorielles, il faut des facteurs extérieurs qui peuvent intervenir, votre mode de vie, etc. Comment mesurer le niveau d'exposition auquel vous avez été soumis? Comment déterminer le niveau d'imprégnation que vous avez subi? Et c'est la raison pour laquelle il est toujours difficile de dire le glyphosate est responsable du cancer chez M. Machin. Parce que M. Machin il a eu son cancer 15 ans après l'exposition au glyphosate, et Monsanto, hier maintenant, on dit mais non, mais attendez, il a fait plein de choses, hein, comment vous prouvez que c'est mon glyphosate? C'est ça qui est compliqué. La différence entre l'exposition et la maladie et l'établissement de la responsabilité. Dur, hein? Ils ont un bon avocat.
scientifique intervient. Parce que, après, chacun son boulot. Nous, scientifiques, ce que l'on doit faire, c'est argumenter. Donner au pouvoir public et à la communauté, à vous, des arguments pour vous dire, voilà, quand vous utilisez telle molécule, vous provoquez tel effet. Donc il faut faire des études moléculaires, démontrer que telle molécule a tel effet, des études cliniques sur les grandes populations, sur des animaux, épidémiologiques, ça c'est sur des populations humaines, des études écologiques pour voir l'impact sur l'environnement, des études économiques, chimiques, et essayer d'avoir des préventions, c'est-à-dire fixer des normes d'exposition dangereuse ou pas dangereuse. C'est compliqué, regardez le débat qu'il y a eu simplement pour savoir si le pesticide doit être à 5 mètres, à 10 mètres ou à 150 mètres de l'habitation. Je me suis dit ça ces derniers temps. Ça n'a pas l'air d'être une mesure trop compliquée. Mais rien que ça, les paysans ils vont dans la rue. Hein. Je suis pas content. Comment j'ai plus le droit de cultiver, alors depuis des années je cultive là, il y a quand même des maisons à côté de chez moi, là, c'est une bête. Ouais, c'est dur. Hein. Alors, on va faire un tout petit peu de science pour que vous compreniez comment les scientifiques interviennent. Qu'est-ce qu'un scientifique va déterminer? Un scientifique, il va vous déterminer qu'une molécule qui est présente quelque part va présenter un risque parce que c'est un perturbateur endocrinien, parce qu'il agit sur un récepteur endocrinien. On va prendre un premier cas. Le perturbateur, il mime exactement la molécule qui est présente dans votre corps. Dans ce cas-là, le perturbateur, c'est une très bonne clé du récepteur. Ça, c'est juste pour vous montrer qu'un scientifique peut utiliser de très très nombreuses techniques. Je ne vais pas toutes les développer. Ne vous inquiétez pas, l'allure des schémas n'a pas beaucoup d'importance. C'est visuel. On va prendre le cas de l'ostradiol, qui est la molécule qui se fixe normalement sur les récepteurs oestrogènes dans votre corps. C'est l'hormone de référence des récepteurs oestrogènes. Et puis je vais prendre deux molécules, celle-là, le céranol, c'est un anabolisant utilisé en élevage, et puis le fameux biphénol A. Vous voyez ça, ça indique à quel point l'ostradiol aime les récepteurs aux oestrogènes. Mais vous voyez ici que le biphénol se fixe moins bien, hein, il est plus décalé en concentration. Enfin, il se fixe quand même très bien sur les récepteurs à oestrogènes. Donc le biphénol, ça va être un leurre des récepteurs à oestrogènes. L'anabolisant qu'on utilise chez les vaches, celui-là, c'est presque aussi bon que l'oestrogène lui-même. Donc c'est sûr qu'il va perturber les fonctions reproductrices chez la vache. La vache, c'est un mammifère, c'est pas très différent. Le scientifique, pour aller un petit peu plus loin, convaincre le pouvoir public, est capable de prendre le récepteur, c'est Scooby-Doo là, c'est le récepteur, et de dire exactement où va se fixer l'hormone. Elle vient se fixer là. Vous voyez, elle vient se fixer là, comme ça, avec ce type d'interaction moléculaire. Et après, on est capable de montrer que le leurre, eh bien, il vient sur le même récepteur, qui fonctionne exactement comme la molécule naturelle. L'avantage de ces méthodes, c'est que vous pouvez prendre... Oh, pardon, je suis dans le mauvais sens. Voilà. Vous pouvez prendre toute une famille de molécules et voir s'ils ressemblent à la liaison de l'oestrogène sur son récepteur. Et bien, on en a trouvé une quantité hallucinante. Hallucinante. Et cette dame, qui s'appelle Delphos, qui travaille à Montpellier, Vanessa Delphos, qui m'a prêté ses diapos, a montré que toutes ces molécules qui sont présentes dans l'industrie chimique sont des analogues de l'oestrogène et vont perturber le fonctionnement des fonctions reproductrices chez la femme. Deuxième cas. Maintenant, j'ai le cas où une molécule n'est pas un bon ligand, ne peut pas bien se fixer sur le récepteur. On dit qu'il y a une faible affinité. Il manque un petit bout de la clé, là, il manque quelque chose. Ce que vous dit le toxicologue dans ces cas-là, pas bonne affinité, pas danger. C'est vrai, il ne se fixe pas bien, il en faut des moulons, il ne va jamais autant, ni dans la nature, ni dans votre corps. C'est pas grave. Il y en a peut-être dans vos aliments, mais c'est pas grave. Il en faudrait des quantités énormes pour vous faire du mal. Ne vous inquiétez pas. Là, le biologiste dit, ouais, on est quand même dans un cas particulier où il y a énormément de molécules qui se concentrent et s'accumulent dans notre corps. Est-ce que parfois, il n'y a pas des interactions entre ces molécules qui vont faire qu'à un moment donné, il va apparaître quelque chose parce que deux molécules vont se combiner entre elles.
Et très souvent dans les articles, vous allez lire « Ah, c'est dû à l'effet cocktail ». Et je vais vous expliquer scientifiquement ce qu'est l'effet cocktail. D'accord? Vous avez compris que vous prenez plusieurs machins qui viennent de différents endroits. Alors, Vanessa a mis au point un système dans lequel, lorsqu'il y a un leurre qui vient se fixer sur le petit récepteur nucléaire ici, si le récepteur nucléaire est bien activé, on va le voir en blanc foncé. Si le récepteur n'est pas bien activé, ça reste gris comme ça. Alors, elle met des molécules, par exemple celle-là, celle-là. Alors, celle-là, c'est un principe actif de certaines pilules contraceptives. Celle-là de molécule, c'est un pesticide persistant. On va rapport entre eux. Hein. Vous voyez qu'il ne se fixe pas bien sur le récepteur aux oestrogènes. Quand elle met les deux à la fois, waouh! On va gagner un effet de presque 1000 en concentration. Il faut 1000 fois moins de produits pour activer le récepteur. Si vous avez les deux molécules dans votre corps, par hasard, hein, un jour parce que vous avez bouffé les pilules, un jour parce que vous avez respiré le pesticide, aucun des deux produits en soi n'est dangereux. Vous mettez les deux, mauvaise piège. Et ce qui est intéressant, c'est que Vanessa le montre, et elle le publie dans Nature. Hein. Nature, le summum des publications scientifiques. C'est de la science lourde, hein. Je fais un peu le guignol, mais c'est de la science dure à établir, ça. C'est vraiment du résultat important. Voilà, elle arrive à positionner les deux molécules dans la petite fenêtre de récepteur aux oestrogènes. Et elle montre que, coup incroyable, les deux molécules se mettent côte à côte et reconstituent un ligand du récepteur aux oestrogènes. À elles deux, seules, elles ne marchent pas bien. À elles deux, elles font ça. Et elle définit un concept qu'elle appelle ligand supramoléculaire. Un nouveau concept, ce ligand supramoléculaire. Les deux molécules associées deviennent un perturbateur endocrinien. Et ça, c'est extrêmement dangereux. C'est ce qu'on appelle l'effet cocktail. Je suis sûr que maintenant vous allez voir un morito, vous pensez tout le temps à moi, vous dites ah, le cocktail, ouais, l'effet cocktail. Je me souviens bien, les molécules qui se combinent pour devenir dangereuses alors qu'individuellement elles ne le sont pas. Eh bien, au-delà des résultats scientifiques, les pouvoirs publics ont reconnu ce fait. L'Inspection générale des affaires sociales, IGAS, structure de référence, écrit les recherches de ces dernières années confirment la dissociation entre dose et effet pour les perturbateurs endocriniens. Vous ne pouvez pas dire, l'industrie ne peut pas dire ouais, j'en mets très peu et c'est dangereux à une certaine dose. Ça ne marche pas ce discours. Il y a un effet cocktail. Les effets cumulés, les effets cocktail remettent en question les rayonnements toxiques de la toxicologie. Et ça, c'est très important, très grave. Parce que ces raisonnements classiques de la toxicologie sont ceux qui sont utilisés par les agences réglementaires pour calculer la valeur d'exposition qui est dangereuse pour vous. Mais sur un produit isolé, sans tenir compte des mélanges qui peuvent se faire dans votre corps. Ça va? Vous avez compris où était le niveau de danger. Alors quand j'ai fait ma conférence, je suis arrivé là, j'ai fini la science, là, je me suis dit, ouais, belle démonstration, tout. Ouais, merci messieurs, dames. Et puis je me suis dit, je peux pas les laisser là. Je vous mets la pétoche, je vous raconte plein d'histoires embêtantes. Mais à un moment donné, je me suis dit, il faut que je leur donne une petite porte de sortie. En partant, il faut qu'ils se disent, qu'est-ce que je change dans ma vie tous les jours? Vous n'allez pas faire des études moléculaires, comme c'est présenté là. Alors j'ai rajouté un petit paragraphe en me disant, que faut-il faire? Il reste 5 minutes, hein. Ça va, c'est pas trop. Écoutez bien là, réveillez-vous parce que si vous avez oublié l'effet cocktail, c'est pas grave, mais que faut-il faire quand même? C'est important. Alors, comment minimiser les risques d'exposition? Vous avez bien compris que la puissance publique ne vous protège pas encore totalement et que l'industrie n'est pas celle qui va vous proposer des produits safe en disant on est très gentil. Premièrement, méfiez-vous des phtalates, méfiez-vous des plastiques et des peintures. Méfiez-vous des plastiques, ça veut dire qu'il faut les utiliser le moins possible et gardez bien à l'esprit qu'un produit, quand on vous le vend, quand il est neuf, il est relativement stable. C'est
C'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir des molécules du composé qui vont aller dans le composant. Donc de l'inverse. Enfin, des molécules du composant qui vont aller dans ce qu'il y a à l'intérieur. Je veux dire, des molécules de phtalate qui vont aller dans l'eau. Si le produit est neuf, ne gardez rien de neuf. Vous utilisez une bouteille d'eau une fois, deux fois, vous la jetez. Vous la jetez. Plus c'est gardé, plus c'est dangereux. Parce que le plastique va se dégrader et va libérer des produits dans l'élément que vous allez consommer. Ok? Tout ça c'est pareil. Donc moi je suis contre. Après, bon, il y a des arguments qui peuvent être contradictoires. Et vous voyez maintenant, vous pouvez acheter des sachets de lessive liquide et vous les remettez dans le truc en plastique que vous avez acheté il y a 6 mois. Là. Tout ça pour limiter la quantité de plastique que vous mettez dans la nature. Mais je sais pas, moi je préfère à chaque fois avoir un flacon neuf. Peut-être que j'ai tort. Hein. Allez, deuxième conseil. À partir du moment où vous allez laisser vieillir, où vous allez chauffer, vous allez faire quelque chose de physique sur votre plastique, vous allez libérer davantage de composés embêtants. Regardez-moi tous ces trucs, ces plastocs dans lesquels on met la bouffe, et vous allez chez vous, vous les chauffez au micro-ondes. C'est pas bon ça. Ne faites plus ça. C'est pas bon. Hein? Gardez les cartons, gardez. Mais ça, c'est du polystyrène, McDo, là. Il y a des plastiques là-dedans aussi, c'est pas bon. Donc évitez tout ça. Après, partout dans l'Aix, je suis connu pour cette diabo. Jetez vos vieux Tupperware. Ils ont 30 ans. Vous croyez que les plastiques ils sont stables? Alors j'entends toutes les amis de ma mère qui disent Marcel, j'ai jeté les vieux Tupperware à cause de toi. Je les avais depuis les années 70. Mais ne gardez pas tout ça. Tous ces vieux plastiques, c'est dangereux. À la rigueur, quand c'est neuf, ça peut aller. Mais ne gardez pas tout ce qui est vieux. Jetez, jetez. Bon, Viex quand même. Hein? Marché de proximité, peu d'emballage, sûreté de l'origine des produits. Essayez d'acheter de l'agriculture raisonnée ou du bio. C'est extraordinaire de Viex. Vos légumes, vous les pelez, vous les rincez, vous les cuisez. Vous les cuisez à l'eau bouillante ou vous les faites frire. Le meilleur légume, la pomme de terre pelée, cuite dans l'huile, c'est les frites. C'est bon. Il n'y a pas de perturbant de rien dans les frites. Mangez des frites. Évidemment, il n'y a pas de problème. On s'en fout. Le micro-ondes, ça ne fait rien du tout au perturbateur endocrinien. Vous ne chauffez pas assez. Hein. Vous réchauffez. Donc, peler, rincer, cuisez. C'est pas mal comme réflexe. Qu'est-ce que vous pouvez faire encore? Ayez confiance dans ce logo. C'est quand même un logo qui est un progrès par rapport à l'utilisation de tous les pesticides. Mais n'aimez pas le plastique, mais c'est l'horreur le plastique. Voilà, le verre, la céramique, le tissu. Hein? Il fait que j'ai mis le nom. Le sac de course que Aix vous donne, là, vous savez, les sacs en tissu. Vous voyez pas les sacs des pays d'Aix, jaune, rose, bleu, vert. Mais utilisez ça, achetez des vieux couffins, laissez tomber les sacs en plastique. Quelqu'un vous donne un sac en plastique au marché? Je ne veux pas. Les cartons, le papier, tout ça c'est bon. Même l'aluminium c'est bon. Il y a des bourrins en aluminium. Des bourrins en verre. C'est moins embêtant que le plastique. Vous croyez pas? Non? Regardez le plastique. Et quand on chauffe dans l'aluminium, Pardon? quand on chauffe dans l'aluminium. Non, mais pour moi l'aluminium c'est assez stable. Enfin, je ne sais pas si ça ne libère pas des molécules qui sont autre chose que les perturbateurs endocriniens. Oui, des sels d'aluminium, des choses comme ça. Mais j'ai jamais vu un perturbateur endocrinien associé à l'aluminium. Ouais. Et les paquets? Tomates, citron, tout ça. Oui, mais encore une fois, il y a des gens qui les cultivent correctement. Faites-les chauffer vos tomates. Ça permet de les peler, par exemple. Vous les plongez dans le bouillon, vous pouvez les peler. Bon, ne devenez pas obsessionnel, je peux vous dire. Parce que quand on sort déprimé, obsessionnel, et qu'on dit, oh, c'est trop compliqué, je fais rien, il fout ce Marcel. À ce moment-là, c'est pas bon, quoi. Il faut que vous engagiez quand même des actions, vous changez un peu d'habitude. De quoi?
Ah oui, la pâte de avec les frites, c'est pas bon. C'est vrai. C'est ça. Non, mais vous voyez vers quoi il faut aller. Allez, je vous donne un petit exemple de que choisir. Ouais, les cosmétiques aussi. Prenez des cosmétiques bio, c'est une bonne référence Cosmé Bio. Alors, est-ce que vraiment on est entouré de choses dangereuses? Donc vous tapez que choisir, 50 millions ou 60 millions de consommateurs. Regardez des analyses de composés. J'en ai sélectionné deux. Il y a un chercheur de l'INSERM qui s'est intéressé au cas du DHEP. C'est un phtalate qui a été classé substance extrêmement préoccupante. Vous voyez qu'on est dans les suspicions. Ça va être démontré totalement, mais enfin, extrêmement préoccupante, c'est le grade le plus élevé de préoccupation. 10 ans après, vous allez chez Tonierus, vous achetez un petit sac à dos pour votre petite fille, dedans il y a 16% de DEHP. Vous vous en rendez pas compte, hein? Que choisir écrit au fabricant qui dit non, on a fait une analyse, c'est rassurant. Donc ils en ont pris un deuxième, ils ont trouvé 24% du DEHP au lieu de 16 à l'intérieur. Vous allez chez Conforama, vous achetez une chaise pliante comme on a tous chez nous, ben, il y a 16% de... Elles sont disponibles, ok. Oh, la méchante nous empoisonne. Remboursez. C'est gratuit. Alors surtout, ne laissez pas trop vieillir les choses. Ayez vraiment en tête que quand c'est vieux, quand c'est dégradé, quand c'est grillé, quand c'est abîmé, déjà, ça arrive souvent, c'est moins stable. Et puis essayez de revenir à des produits, le bourrage, enfin le vernis, peut-être. Et quand même, trouvez votre propre philosophie. Être informé, c'est un premier stade. Changer un peu ses habitudes, c'est un deuxième. Après, on ne peut pas changer le monde, hein. C'est sûr. Hein. Et l'école aussi. L'école dans le foie. Est-ce que ça s'accumule dans le foie? Non. Non, le foie, c'est un... On dit que c'est un... Pardon. L'aggloméré, veut dire l'école. La colle. Allez, dans l'école, il y a des produits qui sont suspectés. Je vais vous dire juste après un peu les gestes au quotidien. Bon, n'ayez pas peur de vous informer, mais c'est vrai que parfois, les journaux, ils font peur, quoi. Nos enfants contaminés. Enfin, quand même, c'est pas mal de jeter un œil sur ces revues. Et puis, quand vous voyez un article comme ça, souvent, c'est bien fait. Moi, ce que j'aime bien maintenant, mais tout le monde les a maintenant, ce sont ces petits sites. Vous savez, ces petites applications qu'on met sur le téléphone et qui vous donnent des analyses de votre aliment, de votre produit cosmétique. Hein. Yuka, il y en a beaucoup pour la cosmétique. Hein. INC Beauty, Pharma Pocket, cosmétique. Alors, ils ne sont pas toujours à jour. Parfois, les fabricants ont changé leur formule et le produit continue à être mauvais. Vous voyez, donc, mais c'est quand même déjà une première indication. En tout cas, vous, consommateurs, ça vous donne un réflexe de je vais faire un petit peu attention. Bon, après, vous ne devez pas avoir l'impression, si vous êtes comme moi, une personne relativement âgée, pas encore malade, et qui se dit c'est la vie, et puis si vous êtes en situation de personne à risque, c'est-à-dire une maman qui a un bébé, des jeunes enfants, l'exposition sur les jeunes enfants est beaucoup plus grave. Hein. Vous devez vraiment essayer d'avoir un environnement qui protège. Essayez simplement de faire ce que je vous ai dit, peu de plastique, des aliments que vous fabriquez vous, des contenants qui sont un peu étudiés, c'est déjà pas mal. Quoi. Si vous travaillez dans une population à risque, les paysans qui mettent des pesticides, si vous travaillez dans le bâtiment, si vous pensez quelque chose, si vous jardinez, équipez-vous. Hein, moi maintenant j'ai décidé que c'était mieux, je ramassais 10 kilos d'olives par an, et après j'étais là avec mes machins, je traitais pour la mouche de je sais pas quoi, j'en prenais plein la figure, et bien maintenant je m'en fous des 10 kilos d'olives. Elles tombent, les mouches je les ai piquées, et je les ramasse pas, mais je les asperge pas et les produits, voilà. Si vous voulez que je vous dise. Comme ça, hein. Vous achetez des olives? Oui. Ouais, je vais acheter de l'huile bio. Voilà. Donc j'ai essayé, vous voyez, à la fin, de vous montrer un petit peu, d'abord vous convaincre que c'était vraiment présent à côté de vous, et vous donner quelques règles simples qui vous permettent déjà d'un petit peu modifier votre habitude de vie. Attendez, je remercie les gens qui m'ont aidé à faire la conférence, c'est la dernière. Tiens. Alors, donc je
gens qui m'ont aidé à faire cette conférence, en particulier l'équipe de Vanessa Delfos. Vous avez vu souvent cette diapositive, c'est elle qui a fait tous ces travaux moléculaires, qui a démontré l'effet des molécules cocktails. J'utilise beaucoup le site de PubMed. PubMed, c'est un site américain qui vous permet de voir toutes les publications scientifiques du monde. Donc vous mettez un mot-clé, par exemple endocrine perturbateur, et vous avez 7000 références. Il faut mettre après des choses un peu plus pointues. Tout ce qui se publie en sciences, vous pouvez le voir sur PubMed. Vous pouvez voir le résumé des articles. Après, pour lire l'article en entier, il faut avoir des abonnements. Vous pouvez au moins voir le résumé des articles. Vous avez vu que je me sers souvent du Monde et des Échos parce que j'y suis abonné. Et puis je vous remercie mon épouse qui est dermatologue émérite et qui le mérite parce qu'elle m'aide beaucoup dans la préparation de ces conférences. Merci beaucoup et je réponds à vos questions.